c'est André Afesh du Liban, qui a eu l'amabilité de me passer une note biographique impressionnante pour son âge. Donc, elle est traductrice de formation et linguiste terminologue de spécialisation. Elle a pas mal d'autres types de formations qu'elle a suivies, donc une licence d'enseignement en langues étrangères, un diplôme de traducteur, un diplôme de langue espagnole, et enfin, donc à part un 2A, un doctorat en lexicologie et en terminologie multilingue. Elle fait partie de plusieurs types de groupes de recherche. Elle a participé à des manifestations scientifiques un peu partout, de Paris jusqu'à Beyrouth, en passant par Copenhague, ainsi de suite. Donc, ce qui impressionne, c'est le nombre de ses publications et le fait qu'elle est aussi vice-doyen de la faculté des lettres et professeur assistant à l'université Saint-Esprit de Kaslik au Liban. Donc, cette fois-ci, on a une francophone du Liban qui a enseigné et qui fait son travail aussi en France. Je passe la parole à Madame André Afesh. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais vous parler aujourd'hui de l'emprunt dans la terminologie française de la crise budgétaire américaine. Mais avant, je profite pour remercier les organisateurs de cette journée scientifique, à leur tête Madame le secrétaire général de Realitaire, Maria Teresa Zanola, et Madame Alice Thomas de l'ULB, qui nous ont donné cette belle occasion, cette occasion multilingue de profiter et de faire donc des contacts avec des chercheurs en linguistique et terminologie plus précisément. En linguistique, l'emprunt a fait couler beaucoup d'encre. C'est parce que ce procédé, présent de tout temps, a accompagné l'histoire de la formation des langues. Si l'emprunt est attesté dans les langues, c'est avant tout grâce à ce rapport et à ce contact dont parle Louis Gilbert dans la créativité lexicale, contact social, économique, politique, culturel et langagier. Un petit voyage historique avec Louis Gilbert dans l'orbite du français contemporain nous montre clairement ce mécanisme de contact dans ses multiples aspects. La France est sortie victorieuse de la Seconde Guerre mondiale après de longues années d'occupation de son territoire. Sous la direction du général Charles de Gaulle, elle s'est intégrée dans une grande coalition anti-hitlérienne comprenant à l'ouest les armées anglo-américaines et s'est procuré pour ses forces armées un matériel fabriqué en Angleterre et aux États-Unis. Après la libération du sol français, il y a eu un déferlement de produits américains accompagné chez les gens d'une grande admiration du mode de vie américain. Ce contact avec la langue anglaise dans l'histoire du français contemporain ne cesse de se manifester dans divers secteurs, y compris le secteur économique où les États-Unis continuent à assumer le rôle de superpuissance économique et financière et où n'importe quel choc ou échec économique de leur part, je cite, pourrait non seulement gravement endommager les États-Unis, mais également l'ensemble de l'économie mondiale. Fin de citation, selon la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. La présente étude examine l'impact de la crise économique américaine de 2013 sur les ménages et sur le monde des affaires. Dans une optique textuelle et sociolinguistique, nous examinons comment l'emprunt a tracé sa voie dans les textes économiques français publiés en ligne et qui ont largement abordé cette question. Mais avant, laissez-moi vous présenter un tout petit peu donc, cette histoire de paralysie budgétaire américaine.
Les États-Unis ont été confrontés à un déficit budgétaire énorme qui a dépassé les 1000 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal de 2012, sous l'effet d'une hausse des dépenses par rapport aux recettes de l'État. Ce blocage budgétaire a forcé des centaines de milliers de fonctionnaires à rester chez eux pendant plusieurs semaines. En effet, l'État américain était en partie paralysé depuis le 1er octobre 2013 devant l'incapacité du Congrès à se mettre d'accord pour voter un budget pour l'année 2014 et devant la dette qui risquait d'atteindre le plafond fixé à 16 700 milliards de dollars le 17 octobre 2013. Aux États-Unis, il existe un seuil que la dette publique ne doit jamais dépasser. Autrement dit, si la dette franchit ce seuil, le Congrès doit approuver et valider un relèvement de plafond afin que le pays puisse continuer à honorer ses obligations financières et afin d'éviter tout défaut de paiement. Or, les négociations étaient incertaines en raison de la composition même du Congrès américain. La Chambre des représentants, dominée par les républicains et les élus du mouvement populiste du Tea Party, s'opposait à la hausse du plafond de la dette et conditionnait tout compromis sur le budget de l'exercice 2014 à une clause supprimant les financements d'Obamacare, système de santé qui permet aux Américains d'être assurés pour se soigner. Du côté des démocrates, il n'était pas question de toucher à cette réforme votée en 2010. Le Congrès américain s'est parvenu le 16 octobre 2013 à un accord, relevant ainsi le plafond de la dette et mettant fin au shutdown qui a paralysé l'État fédéral pendant plus de 2 semaines. Je passe maintenant à la Constitution et au traitement du corpus. Le corpus que nous avons réuni est un petit corpus électronique se trouvant en ligne et comportant à peu près 16 articles en langue française qui datent du 1er février 2012, période durant laquelle on assistait à la montée en flèche de la dette américaine, au 17 mars 2013, date qui marque la fin du shutdown. Nous avons tenu à diversifier nos références, en d'autres termes nos sources et nos auteurs, mais en limitant la zone géographique à des textes provenant majoritairement de l'Hexagone. Ceci dit, il est tout à fait possible d'envisager ultérieurement une plus grande ouverture de ce corpus à d'autres zones géographiques françaises ou francophones, afin de confronter les résultats et de comparer les données. Pour le traitement du corpus, nous avons traité manuellement les textes dans leur totalité et non pas en partie, en ayant à l'esprit l'idée de Lynn Bowker et Jennifer Pearson, selon laquelle, en choisissant des extraits de texte, on risque d'abandonner des parties qui pourraient être extrêmement utiles et intéressantes pour notre étude. Donc, le tableau est devant vous. Donc, il y a la nature, le nombre de textes, le support, le domaine, la zone géographique, les auteurs, qui sont spécialistes, journalistes économiques et non spécifiés, ça veut dire qu'on ne connaît pas les auteurs, langue française, nombre de sources est 28, type de source et la date de publication. Voilà, je vous montre aussi un autre tableau. Donc, ce tableau-là, vous pouvez voir donc 2 colonnes. La première dresse les sources, voilà donc les journaux, etc., les magazines. Et dans la deuxième colonne, vous pouvez voir la représentation de chaque source en pourcentage. Une question donc qui a tellement opposé des linguistes, c'est de savoir si donc l'emprunt est un procédé néologique ou bien s'il est un moyen de rupture. À examiner la littérature sur l'emprunt, l'on peut voir qu'il existe des points de vue divergents qui, d'une part, placent l'emprunt dans le cadre de la création lexicale et, d'autre part, le considèrent comme une atteinte au système linguistique d'une langue donnée. Le linguiste arabisant André Roman explique la position qu'occupe l'emprunt vis-à-vis du système de la langue arabe et le compare à un bruit du monde transformé en une unité de langue.
En revanche, selon d'autres points de vue, les emprunts participent au renouvellement et à l'enrichissement de la langue. Alain Rey fait savoir qu'on appauvrit une langue en cherchant à l'épurer. Dans son ouvrage intitulé « L'amour du français », contre les puristes et autres censeurs de la langue, le lexicographe français brosse l'histoire de sa langue maternelle et mentionne les langues auxquelles le français a emprunté et qui ont enrichi son répertoire linguistique. Il cherche également à combattre une illusion affective qui se trouve chez certains francophones et qui aboutit selon lui au purisme paralysant. Quoi qu'il en soit, ce que nous pouvons dire est que l'emprunt pourrait constituer un moyen de création lexicale et contribuer à la formation de néologismes dans la mesure où il génère une famille et par là un champ lexical auquel il appartiendra. Sinon, il restera libre à l'état indépendant et isolé. Je passe maintenant à l'emprunt dans le discours économique français. À la lumière des données recueillies, nous distinguons dans la présente étude entre xénisme et emprunt. Nous prenons le terme xénisme dans la même acception que celle de Louis Gilbert, à savoir, dans ce cas-là, essentiellement les noms des réformes en lien avec le système de santé qui porte bien évidemment des connotations liées à la société américaine à l'intérieur de laquelle ils ont vu le jour. À noter que Louis Gilbert réserve le concept de xénisme aux termes étrangers qui sont introduits dans une langue donnée et qui dénotent un concept particulièrement propre à la langue étrangère. C'est le cas, dit-il, je cite, des noms propres, patronymes qui désignent les hommes appartenant à l'histoire du pays concerné ou à la société contemporaine, noms géographiques de fleuves, de villes. Donc vous pouvez voir donc les exemples de xénisme que nous avons relevés dans notre corpus. On a Obamacare, Medicare, Tax Policy Center, Medicaid, Affordable Health Care Act, Dream Act and Health Exchanges. Introduits en français, ces xénismes anglais peuvent être justifiés par la seule valeur connotative qu'ils portent. Il va sans dire que le système de santé en France n'est pas similaire au système de santé pratiqué aux États-Unis. L'Obamacare n'est pas la CMU, mais une aide pour se payer une couverture médicale par une assurance privée. D'où le maintien dans notre corpus de ces xénismes qui expriment une réalité économique purement américaine et véhiculent un mode de santé qui pourrait être très souvent méconnu des Français et ou francophones. Pour introduire ces xénismes dans le discours français, les auteurs n'ont pas pu se passer des processus et des représentations linguistiques et extralinguistiques, particulièrement typographiques, variées, alliant très souvent l'explication et la définition aux guillemets, parenthèses et crochets. Ci-dessous, quelques exemples de contextes définitoires et explicatifs. La réforme de la santé baptisée Obamacare, le Medicare, assurance maladie pour les personnes âgées, etc., etc. Quant aux emprunts, ils sont plus nombreux dans notre corpus. Les cas d'emprunt que nous avons trouvés concernent uniquement les emprunts que nous pouvons qualifiés d'intégraux, c'est-à-dire qui n'ont pas fait l'objet de modifications morphologiques ou grammaticales. Cependant, après extraction, nous avons éliminé les termes empruntés jugés appartenant au vocabulaire général et qui ne font pas partie de la nomenclature des termes économiques relatifs à la crise budgétaire, tels lame duck, stand-by, geeks, happy end, midterms, règlement de compte à OK Corral, etc., etc. Voilà, dans le tableau numéro 4, vous avez donc les termes empruntés avec un classement par fréquence de co-occurrence pour chaque terme. Dans ce qui suit, nous passons au peigne fin quelques facteurs qui, à notre avis, semblent être les plus marquants dans la génération de l'emprunt linguistique dans le domaine économique qui fait l'objet de cette étude. Le premier facteur est socioculturel, est lié au snobisme, à l'exotisme ou encore à un modèle qui, aux yeux de tout le monde, est considéré comme le plus prestigieux et le plus attrayant, surtout en matière de
technologie, de commerce et d'industrie. Les avancées que connaissent l'Amérique dans plusieurs secteurs fait de ce pays une puissance et un modèle que tous les autres pays cherchent à imiter et à suivre. N'est-ce pas la raison du plus fort est toujours la meilleure? On parle franglais par besoin d'être à la mode, je cite Maria Teresa Zanola, de faire brancher ou bien en raison du milieu culturel multilingue dans lequel le français est pour certains une seconde langue. En revanche, il est difficile de juger si les emprunts motivés par le seul facteur de snobisme auront ou non une durée de vie longue dans le lexique économique du français. Le terme « deal », qui figure dans notre corpus et qui est utilisé depuis les années 80, vit toujours. Mais cela pourrait-il être le cas des autres termes comme gridlock, par exemple, qui possède dans notre corpus comme équivalent français blocage? Le deuxième facteur est l'instabilité terminologique et la multiplicité des équivalents français suite à l'apparition d'un nouveau concept. Pour Fiscal Cliff, qui date de 2010-2011, nous avons relevé en français les néologismes falaise fiscale, mur budgétaire, mur fiscal. Cette indécision dans le choix d'un équivalent français pourrait jouer à l'avantage de l'utilisation et de l'installation du terme emprunté dans le lexique français. Dans ce cas-là, je cite Jean Soubrier, on imagine l'embarras du locuteur francophone qui, contraint de faire un choix délicat, optera finalement pour l'expression anglo-saxonne. En voici un exemple tiré de notre corpus. Donc c'est l'exemple de mur budgétaire. Un autre exemple est celui de sequester. À côté de l'emprunt figure aussi dans notre corpus deux néologismes français, séquestration et séquestre. La présence de l'emprunt côte à côte avec l'équivalent français laisse la porte ouverte à maintes questions, surtout celle de la primauté, à savoir qui finira par s'imposer. Le troisième facteur est la nécessité. L'emprunt se fait par nécessité dans le cas où l'on doit répondre à un besoin linguistique afin de combler un vide lexical. C'est le cas de baby boomers, implantés depuis longtemps dans le lexique français, mais qui ne possèdent toujours pas un équivalent français, et surtout de shutdown, néologisme anglais né pour désigner l'arrêt des activités gouvernementales fédérales en 2013 aux États-Unis. C'est le terme qui enregistre la plus grande fréquence dans notre corpus. Nous trouvons aussi dans l'utilisation fréquente de l'emprunt shutdown un facteur psychologique qu'est la volonté de ramener les locuteurs francophones au cœur de la crise américaine qui a fait la une de la presse mondiale, comme si cette crise les concernait directement, et ce via la terminologie connue pour être la clé d'accès au savoir en général. Très souvent, nous trouvons le terme emprunté « shutdown » dans plusieurs titres d'articles, mais aussi dans le corps du texte, suivi d'une explication en langue française. Ce shutdown, le terme américain qui désigne la fermeture partielle des services fédéraux, face à ce shutdown, la fermeture partielle des services fédéraux, etc., etc. De plus, les expressions « too big to fail » et « too big to believe » incarnent bel et bien ce facteur psychologique. Too big to fail renvoie à la crise des subprimes qui a surtout touché le secteur bancaire en 2008 et vise les banques jugées trop importantes pour qu'on les laisse faire faillite. Et too big to believe renvoie à la crise de 2013, au refus de croire au cataclysme d'un défaut de paiement américain provoqué par le refus du Congrès de relever le plafond de la dette. J'arrive à ma conclusion, Madame la Présidente. L'emprunt a certes tracé sa voie dans la terminologie française de la crise budgétaire américaine.
mais la portée de ce phénomène n'est pas alarmante. Les résultats nous montrent que 2 termes de nos listes enregistrent des occurrences supérieures à 10. Néanmoins, cette terminologie empruntée s'installera-t-elle définitivement dans le lexique français et se réveillera-t-elle avec toute éventuelle nouvelle crise financière et économique aux États-Unis? Un suivi diachronique finira peut-être par apporter des réponses à ces questions et d'autres encore. Revenons au débat enclenché par les puristes et les autres gens qui ne voient pas dans l'emprunt un phénomène perturbateur. Le travail des commissions, des académies, des terminologues et des spécialistes en matière de création terminologique, néologique autochtone est sans doute très important pour contribuer à l'évolution d'une langue. Mais, je cite Jean Soubriguet, « Une langue ne se gouverne pas par décret et son usage réel s'établit au niveau de toute une communauté dont les réactions peuvent être orientées mais jamais imposées. » Fin de citation. L'emprunt qui fait peur est cet emprunt fait par facilité et par vitesse, ou qui marque une ignorance chez certains des concepts étrangers et les pousse à emprunter sans hésitation ni réflexion. Pour continuer à parler du monde, la langue française, comme toute autre langue, doit être, je cite Alain Rey, nataliste, tolérante, mondiale dans son dessein, pluraliste dans sa démarche. Fin de citation. Pour conclure, je recite également Alain Rey, en faveur d'une langue ni pure ni soumise, francophone. Fin de citation et merci de votre attention.